Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui est un point lecture. Alors je vais commencer par Frozen Over de Ruth Stilling. C'est ce que je vous avais raconté, donc cette saga de romance hockey que j'adore, même si encore une fois, voilà, je trouve parfois que c'est un peu long. Et donc dans ce tome 2, on retrouvait Zach, un personnage que j'avais adoré dans le tome 1. Je vous avais dit, hein, on le voyait souffrir avec une influenceuse. Bon bah là du coup, désolé, je vais spoiler un peu. Si vous voulez pas du tout savoir, zappez un peu la vidéo. Mais du coup, dans ce tome 2, on arrive juste après l'accident du tome 1. Et là, Zach, il retourne chez lui. Je me rappelle plus où il habite. Il habite en Californie. Je sais plus, mais il y a la mer. Donc, il retourne là-bas pour se ressourcer, parce que ça a quand même mis un coup au mental, déjà l'accident, et également sa rupture avec cette influenceuse de l'horreur, là. Donc voilà, il retourne chez ses parents. Et en fait, il va pas réellement chez ses parents, il va dans une maison qu'il avait achetée justement parce qu'il comptait demander cette influenceuse en mariage et du coup, il avait acheté une maison pour eux. Bon, il se retrouve ça dans la maison, il va devoir faire les travaux et en fait, dès le premier jour, il va à un feu de camp, un feu de joie sur la plage, retrouver tous ses anciens potes. Tous avec qui il a grandi, quoi, ses anciens potes de lycée, etc. C'est resté un groupe soudé qui, chaque année, justement, font des barbecues ou des feux de camp, tout ça. Donc, il y va et il retombe donc sur Luna. Luna, qui est un personnage que j'ai adoré parce que c'est la fille qui est très extravertie dans le sens où elle est très câline, très tactile et elle n'a pas de filtre. Elle a beaucoup de mal à se réfréner. Par exemple, quand elle revoit Zach, elle est archi contente de le revoir. Du coup, elle se jette sur lui. Elle l'attrape, elle le serre avec ses jambes, avec ses bras et tout, alors que c'est pas son mec, quoi. Et en plus, il y a son ex qui est à côté et qui voit la scène. Elles sont fous. En fait, elle n'a pas de filtre. C'est vraiment... elle réagit à l'émotion à l'instant T. Et ça, j'adore. On n'en voit pas assez des personnages... Alors, soit on en voit et ils sont un peu tournés en ridicule, soit on réfrène un peu. Là, j'étais contente de voir quelqu'un qui vraiment ne peut pas s'empêcher d'être démonstrative, voilà, dans son affection. Et ça fait du bien, du coup. Parce que là, c'est pas tourné en ridicule ni rien, c'est vraiment ça fait vrai. Voilà. J'aime beaucoup et du coup, elle est hyper sensible. Mais elle a quand même... c'est pas une idiote, c'est ça que j'aime bien quand même, c'est que c'est pas la fille qui tombe tout de suite amoureuse et qui renonce à tout et nanani et nanana. Non, elle est très fleur bleue, elle est très tactile, très gentille, tout ce qu'on veut, mais elle se sert de sa tête. Et donc, elle revoit Zach, et en fait, Zach, elle a un crush sur lui depuis très longtemps, mais elle est sortie avec son pote, donc voilà, c'est tout le même groupe, hein. Et Zach, quand il la revoit, il l'a toujours trouvée très jolie, hein, mais encore une fois, elle est sortie avec son pote, donc il l'a jamais vue du coup autrement que comme une amie. Mais c'est quelqu'un avec qui il aime bien discuter parce que justement, c'est une fille, comme je vous dis, qui n'a pas de filtre. Donc, des fois, elle va parler beaucoup, elle va parler de tout ce qui lui passe par la tête, et en plus, elle est passionnée par l'astronomie. Donc, elle peut te parler d'étoiles pendant 3 heures, et ça intéresse pas forcément tout le monde. Mais Zach, en fait, il aime bien l'entendre parler. Ça ne le dérange pas de l'entendre déblatérer pendant je sais pas combien de temps. Et elle, elle est contente avec lui. C'est pour ça aussi qu'elle l'aime beaucoup. C'est parce que lui la laisse blablater pendant longtemps sans la juger, sans lui dire qu'elle est relou, que ses centres d'intérêt, voilà quoi, ils sont lourdingues. Non. Et du coup, là, quand ils se retrouvent, elle... Déjà, elle est très peinée de tout ce qui lui est arrivé. Et quand elle apprend donc qu'il va rénover la maison au bord de la plage, parce que vraiment, il est au bord de la plage, hein, elle dit « Ah je peux t'aider et tout ». Elle, en fait, elle est professeure d'art dans un lycée. Et là, c'est l'été, hein, donc elle ne travaille pas. Donc, il accepte qu'elle vienne l'aider. Mais elle y connaît rien. Elle sait peindre des toiles, mais elle ne connaît pas le bâtiment. Mais c'est juste pour se rapprocher de lui. Et du coup... c'est très mignon parce qu'ils vont passer donc tout cet été ensemble à rénover la maison. Et
Et au final, elle va vraiment lui faire du bien par rapport à tout ce qu'il a vécu. En fait, Luna, c'est une bouffée de fraîcheur, c'est vraiment une bouffée d'air frais. Et donc non seulement ça lui fait du bien parce qu'il renoue avec une amie qu'il adore, qu'elle le fait rire, qu'elle n'est pas comme toutes les nanas qu'il peut rencontrer maintenant qu'il est un joueur de hockey célèbre et tout, là c'est vraiment autre chose. En même temps elle lui rappelle ses racines, donc c'est un côté réconfortant, elle a un côté doudou en fait Luna pour lui, et en même temps elle la découvre encore plus parce qu'elles vont vraiment passer toute leur journée ensemble. Et bon, forcément, elle lui plaît également. Hein. Très vite, il va plus la voir de la même façon. Et c'est trop bien. Et j'ai trop aimé comment elle arrive à être un pansement pour lui, tout en faisant tout ce qu'elle peut pour pas tomber amoureuse, parce qu'elle est consciente de comment elle l'est. Et justement, elle bataille avec ça contre... Alors, il me semble, parce que je l'ai lu il y a déjà quelques semaines, je crois qu'elle aussi elle a un souci de dépression. Dans le premier tome, c'était notre hockeyeur qui avait un souci avec la dépression, tout ça, l'anxiété. Là, je crois que c'est elle. Je crois que c'est elle qui, parfois, justement, comme elle est très, très empathique et très... elle est pleine d'amour, en fait. Bah, du coup, des fois, il y a des choses... les gens vont pas forcément s'en rendre compte, mais qui peuvent la froisser. Et comme elle est très sensible et qu'elle prend tout au premier degré, quoi. Elle prend les choses vraiment à cœur, bah du coup ça peut vite la plonger dans des états un peu dépressifs, mais c'est pas pour autant qu'elle est dépressive. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que là, des fois elle a des gros moments de down, des gros moments où ça va pas du tout, parce qu'elle prend beaucoup les choses à cœur, et en plus elle a une mère horrible. Donc voilà, elle est seule en fait, c'est une femme seule. Mais c'est un rayon de soleil et je l'ai adorée en fait parce qu'elle me parle beaucoup. je suis vraiment proche d'elle sur beaucoup de choses. Ce côté justement vouloir réconforter tout le monde, ce côté hyper sensible où on peut vite être peiné par une mauvaise parole ou quoi, ça c'est moi complètement, et du coup remettre tout en question alors qu'on n'a rien fait de mal, quoi. Mais voilà, typiquement je me suis beaucoup retrouvée en elle et elle m'a beaucoup touchée. Et Zach, j'en ai un peu moins parlé alors que c'est vrai que c'est un de mes personnages préférés. Zach, il a le popotin entre deux chaises. Parce que là, avec Luna, Luna, quoi. Sauf que lui, sa vie, elle n'est pas ici. Elle est à Seattle. Et en plus de ça, Zach, c'est un grand amoureux. Il était prêt à demander en épousailles l'autre, là. Donc forcément, quand avec Luna, il va avoir que lui aussi va se faire des films. Tout en sachant que c'est compliqué parce que Luna, c'est vraiment une fille du soleil. Hein. Elle va nager tous les jours. Tous les jours, il faut qu'elle aille nager dans l'océan. C'est comme ça qu'elle se ressource et tout. Il n'y a pas l'océan à Seattle, il n'y a pas le soleil, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, il y a ce problème-là aussi de on n'habite pas au même endroit. Zach et Luna, quoi. Ah, pépite. Et du coup, j'ai enchaîné forcément avec le tome 3, où c'est Dead Rinker. Un monsieur que j'adore aussi. De toute façon, je les aime tous. Mais lui, particulièrement, déjà dans le tome 1, je m'étais dit, ça peut être très intéressant avec lui, parce qu'il avait l'air très passionnel, monsieur. Kate et Gigi. C'est Gigi, mais en fait, c'est Jensen Jones qui s'appelle. Alors, eux, ils me rendent dingue. Parce que eux, ça commence dans le tome 1, où on voit qu'il y a un rapprochement donc, entre eux deux. Elle porte même son maillot lors d'un match de hockey. Et quand Jensen y voit ça, déjà, on voit, c'est décrit dans le roman, qu'il a un regard possessif envers elle, alors qu'ils ne sortent pas encore ensemble. Hein. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Suite à ce match-là où elle portait donc son jersey avec son nom, ils ont été tous dans un bar. Elle était assise sur ses genoux. On comprenait que ça allait dans le bon sens, quoi. Sauf que la soirée ne l'ont pas fini ensemble. Ils sont partis en se faisant la tronche, hein, littéralement. Et pendant le tome 2, ils vont que de s'envoyer des pics, tout ça. Et là, donc, le tome 3, on apprend, en fait, du coup, vu que c'est leur histoire, ce qui s'est passé. Et en fait, ça a été beaucoup de quiproquos, beaucoup de malentendus, parce qu'ils se ressemblent quelque part. Alors Kate, c'est vraiment l'avocate carriériste par excellence, mais on va découvrir qu'en fait, elle est carriériste à cause de ses parents. Là, les parents qu'elle a, quoi, donc elle n'a pas eu le choix, en fait, que de devenir archi-carriériste. Et donc, les hommes, c'est au second plan, quoi. Il n'y a pas le temps.
n'y a pas le temps pour une relation sérieuse. Pas le temps, pas le temps. Et Jensen, lui, de son côté, c'est un peu le mec qui se pose pas, c'est le bourreau des cœurs, ceci, c'est cela. Sauf qu'il a jeté son dévolu sur Kate, et ce depuis le tome 1. Et on pensait certaines choses sur lui, et en fait, on va découvrir d'autres choses. Je spoile pas, mais disons que ce qu'on pensait de Jensen, c'est pas la réalité. Et dans ce tome-là, donc, on est après un mariage, et nos amis se retrouvent dans la même maison, hein, c'est le week-end du mariage, et du coup, Jensen et Kate vont avoir un plan d'un soir. C'est dès le début, hein, sauf qu'elle va tomber enceinte. Elle va tomber enceinte et elle ne veut pas avorter. Et du coup, voilà un peu de quoi traite ce tome. Donc, on a une grossesse inattendue, 2 personnes qui se balancent que des pics. Alors, moi, je trouve que Kate, elle est un peu dure avec Jensen, hein, honnêtement, hein, parce qu'au final, quand on découvre certaines choses, on se dit, bon, Kate, tu peux te calmer, s'il te plaît. Alors oui, elle a des démons à cause de ses parents, etc. Mais c'est là où je dis que des fois, c'est long. C'est que des fois, tu es là, allez, enchaîne, avançons là, c'est bon, on a compris. Parce que Jensen, mais en vrai, c'est le book boyfriend idéal. En fait, Jensen, il est juste trop bien. Et du coup, comment il va être avec Kate ? Parce qu'elle va l'inclure, hein, forcément, dans cette grossesse. Lui, il veut être papa. En fait, même son kink, c'est de la mettre enceinte. Alors qu'elle l'est déjà, hein, mais il veut. Voilà, lui, c'est son kink à lui. Dans le 2, notre personnage, il est percé. C'est bien lui, hein, qui est percé. Je crois que c'est lui qui est percé. En fait, dans les 3 tomes, chacun a un délire. Et là, son délire à Jensen, c'est de la mettre enceinte. Il veut lui faire plein de bébés. Et bon, du coup, voilà, eux, ils font tout à l'envers, en fait. Ils font d'abord un enfant et après, la romance se développe. Mais du coup, c'est beau parce qu'on part sur des bases complètement différentes, là. C'est déjà, est-ce que je peux lui faire confiance là, déjà dans la grossesse, il va faire ses preuves. Et il est au top. Est-ce que ça ferait un bon père ? Et dernière question, est-ce que je pourrais être en couple avec lui ? Parce que finalement, la coparentalité, il n'y a pas de souci, mais être en couple, c'est encore autre chose aux yeux de Kate. Et Jensen doit faire que de ramer, et ramer, et ramer, et essayer de péter les murs que Kate a dressés, quoi. Et des fois, franchement, elle en est chiante. Des fois, tu dis, c'est bon, Kate, tu veux qu'il fasse quoi de plus, le mec, quoi, là ? C'est bon, il est juste parfait, quoi. J'adore Jensen, il me fait trop rire. En plus, il a un humour où vraiment le gars... En plus, c'est le précieux du groupe, c'est celui qui adore bien s'habiller, tout ça. Donc, il en joue, quoi. Il est vraiment... je dirais pas du style, c'est moi le plus beau, mais un peu... Mais c'est pas fait de manière où il en devient imbuvable, quoi. C'est fait de manière comique, parce qu'il est drôle, quelque part. Donc, voilà, j'adore Jensen. De toute façon, toute cette brochette-là, je l'adore. C'est vrai que Zach, pour son côté amoureux torturé, je l'adore. Donc ouais, Jensen, aka Gigi, place spéciale dans mon cœur, je l'adore. Et là, j'attends le 4e tome, il sortira l'année prochaine, je crois en mars. C'est sur encore un autre joueur du groupe. D'ailleurs, qu'on voit déjà depuis le tome 1, on sait que ça va pas du tout. Et on apprendra enfin son histoire. J'ai hâte. Ensuite, Shockhold de Leigh Rivers et Harley Beck. Alors là, si on peut parler de choses très sérieuses, s'il vous plaît, un des coups de cœur de l'année. Je vais le chercher. Le voici. Dark Romance MM. C'était ma première Dark Romance MM. Quoique non, entièrement focus sur un couple avec 2 hommes, oui, c'était mon premier. On avait lu un autre, mais c'était pas aussi hard que ça. Alors, bon, déjà, Leigh Rivers, c'est ce que j'ai besoin de dire, que je crois que cette autrice est une de mes autrices favorites, puisque c'est elle qui a écrit Little Stranger. Donc forcément, voilà, je retrouve en fait là-dedans ce qui fait que j'aime sa plume. Et là, donc, elle est en collaboration avec Harley Beck, que j'ai pas lu. Je connais pas de roman d'elle, mais du coup, ça m'a donné envie parce que, alors là, trigger warning, hein, lisez bien tout parce que... Alors, comment ils s'appellent déjà nos 2 hommes que j'aime plus que tout ? On a Cole, et je crois que c'est Blaze. Alors,
Cole et Blaise, mes amours, je les aime trop. Alors eux, ils sont frères, mais alors ils peuvent pas se blairer. C'est depuis le début, hein. Dès que leurs parents se sont mis ensemble, c'était il y a quelques années, mais pas énormément, peut-être 4 ans, 4-5 ans, un truc comme ça, je sais plus, mais c'était pas tout petit quoi. Ça le fait pas, les deux, ils peuvent pas se piffrer. C'est viscéral, hein. Et en fait là, quand l'histoire commence, on est à un moment où Cole, avec sa copine, ça va pas. En fait, sa copine se fout de sa gueule, mais bien comme il faut. Elle ne fait que de le tromper partout. Et tout le monde dit, mais qu'est-ce que tu fous encore avec elle, quoi, limite pourquoi? Elle te fait passer pour un con. Bon, il est encore avec elle. Lui-même, sait pas pourquoi il est encore avec elle, hein. Mais déjà, on sent que au niveau intime, c'est pas le pied. Il se rend compte qu'il a pas envie d'elle. Il sait pas encore qu'il est attiré par les garçons. Mais quand l'histoire commence, ils sont à une fête. Donc, comme je vous dis, ils ont le même groupe d'amis, donc c'est pas facile. Et en fait, là, ils sont à une soirée et ils décident de faire un jeu. Alors, laissons tomber le jeu. En fait, il y a un groupe qui va être masqué d'une certaine manière. Et est-ce que les autres sont aussi masqués? Je sais plus si tout le monde est masqué, mais quoi qu'il arrive, en gros, il y a un groupe qui doit choper les autres. Et voilà quoi, c'est pas très joli ce qu'ils peuvent faire. Enfin, un jeu cruel quoi, un jeu à la con. Et Cole, étant très énervé après Blaze, il se dit, je sais plus ce qu'il a dit, mais en gros ils sont encore énervés dans la soirée quoi. Mais quand il s'énerve, attention, hein, il se tape dessus, hein, il se frappe. Donc là, Cole décide de pourchasser Blaze dans la forêt. Je crois que Blaze n'est pas masqué, mais en tout cas c'est sûr que Cole il l'est. Et ben, c'est le masque qu'on voit là. Et quand Cole rattrape Blaze dans les bois, il l'oblige, entre guillemets, à lui faire une gâterie. Alors je dis bien l'oblige, entre guillemets, parce qu'on est toujours dans la frontière du consentement dans ce genre de livre. C'est que l'autre, il est en mode soumission, mais quelque part, il a envie, vous voyez. Et en fait, bah, de par son acte de dominance, à la base, c'est une... Cole le voit comme une humiliation et une dominance. Ben, en fait, Cole se dit, bah, c'est pas désagréable, quoi. Donc, voilà, l'idée va germer dans sa tête que, alors non seulement je crois que j'ai apprécié ça, mais en plus, c'est mon frère. Qu'est-ce qui va pas chez moi, quoi? Mon Cole, de toute façon, est très, très torturé. Il a un père qui frappait sa mère et qui le frappait lui aussi. Ils se sont échappés, quoi, de cet enfer. Le père de Blaze, il est pas sympa avec Cole, hein. Il le traite vraiment comme si c'était un moins que rien. Il le frappe pas ni rien, attention, hein. Lui, en plus, il a de l'argent. Donc, Cole ne manque de rien, si ce n'est d'affection envers son beau-père. Voilà, juste je plante les bases. Cole est torturé, mais Blaze, il est pas mieux en vrai. Blaze, en fait, lui, c'est le gars qui fait bonne figure, mais qui, dans sa tête, on se demande limite s'il n'est pas plus tordu que Cole. Que Cole, lui, on le sait, il n'y a pas de surprise, si vous voulez. On sait qu'il est torturé, qu'il y a quelque chose qui... Voilà. Mais Blaze, finalement, il cache bien son jeu, quoi. Et ça, Cole le sait quelque part. C'est aussi pour ça que Blaze, il l'énerve, parce qu'il se dit, ouais, il fait le charmant garçon, alors que moi, je suis sûre qu'en fait, c'est un taré, quoi. Bref, donc, il se passe ça. Blaze ne sait pas à qui il fait ce qu'il est en train de faire, mais toujours est-il que, suite à ça, Cole va décider d'envoyer des textos en fait à Blaze en mode inconnu, genre toujours sous l'identité de l'homme masqué, pour le revoir. Et en fait, c'est tordu, c'est qu'à chaque fois qu'il se donne des rendez-vous, il joue au jeu du chat et de la souris, donc c'est Cole qui pourchasse Blaze, mais quand il l'attrape, il le frappe, c'est violent, ils se battent tous les deux jusqu'à ce qu'il y ait des rapports intimes. Dit comme ça fait peut-être pas envie, mais il n'y a pas que ça. C'est parce qu'en parallèle, nos rapports entre les deux frères vont également changer. Parce qu'en fait, Blaze va se douter assez rapidement, il va se demander, mais est-ce que l'homme masqué, ce serait pas mon frère Cole? En fait, Blaze, on comprend qu'il est bi, hein. Il le sait, enfin du moins il va s'en rendre compte là encore plus, mais il s'affirme comme étant bi. Cole, de son côté, en fait c'est ça le pire, c'est que Cole va commencer à développer des sentiments pour Blaze, parce que lui il sait ce qu'il lui fait, hein. Donc lui il est au courant de toute l'histoire. Blaze non, il a des doutes, si l'homme masqué et Cole sont la même personne, il a des doutes.
Mais du coup, quand Blaze va en rendez-vous avec l'homme masqué, Cole le prend super mal. Parce que il a l'impression qu'en fait, comment dire, pas qu'il le trompe, parce qu'ils sont pas un couple, mais disons que voilà, il se passe des choses entre eux au fur et à mesure, des petits trucs, et elle a l'impression d'être trahie par Blaze. Et en fait, c'est ça tout le long du livre, c'est que ça va donner une histoire d'amour passionnelle entre eux, mais vraiment passionnelle, mais en même temps très très torturée. Parce que Cole, il va avoir du mal, je dis pas qu'il va avoir du mal à accepter son homosexualité, pas du tout, mais comment dire, en fait Blaze c'est le plus passionné des deux parce que lui il est prêt à envoyer tout valdinguer pour être avec Cole, quand il va réaliser que c'est beaucoup plus en fait. Et aussi pourquoi ils ont toute cette haine. Enfin surtout Blaze va réussir à mettre le doigt en fait sur pourquoi il détestait Cole. Cole, il a plus de mal, il est plus long à la détente parce qu'il a plein de démons dans la tête, de par son enfance et tout ça. Donc Blaze essaye d'être un radeau de sauvetage pour Cole, mais Cole est très agressif avec lui. Comme je vous dis déjà, rien que les jeux du je te pourchasse et je te frappe, mais il faut voir des fois ce qu'il lui fait. Hein. Bon, Blaze, il est costaud et Blaze aussi le frappe. Hein. Comme ça, comme je vous dis, il y a vraiment des scènes où il se tape dessus. Waouh, c'est violent les gars là, mais ouais, c'est deux mecs. C'est deux mecs et il faut voir comment ils se jettent dessus quoi. Mais dans leur rapport d'intimité, c'est tout aussi passionnel, c'est tout aussi barré. Mais je sais pas comment vous expliquer à quel point j'adore ce livre du coup. Parce que moi j'aime quand on rigole pas en fait. J'aime quand on va jusqu'au fond du délire, jusqu'au fond de la passion, jusqu'au fond de la torture. C'est-à-dire quand on a deux personnages torturés et qu'on est dans la dark romance, pour moi, allons-y quoi. Je sais où je vais, donc allons-y. Et sans que ça devienne gore, sans aucun intérêt, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et bien, les Ravers, elle arrive à chaque fois à faire ça. Alors, merci aussi à Harley Beck d'être bien alignée là-dessus. Nos deux garçons là, ils sont là-haut, il se passe des choses quoi. Mais et du coup, dans les sentiments et dans leur manière d'agir, il y a tout qui est intensifié, puissance 1000, quoi. Ça va très loin. Et j'adore. Et Blaze et Cole. Je ne peux pas dire lequel des deux je préfère parce que voilà quoi. Mais ce que j'aime beaucoup en plus, c'est qu'on voit que Cole, il a ce besoin d'être dominant. Et Blaze, il accepte d'être dominé. Mais quand il a décidé qu'il était plus dominé, faut voir du coup ce qu'il fait à Cole, comment il lui parle, les situations dans lesquelles il le met, les scènes de jalousie qu'il y a entre ces deux mecs. Oh punaise, franchement, si vous aimez les histoires d'amour intenses, passionnelles, avec de la jalousie, avec deux mecs qui n'ont pas peur de se rentrer dedans, mais vous allez être servi. Franchement, c'est mon coup de cœur de l'année, mais je dirais même que c'est un coup de cœur de ces 2-3 dernières années, littéralement. Je l'adore, donc il fallait vraiment que je me le prenne, parce que là, on va vraiment loin, quoi. On va loin et j'ai adoré. C'est un petit peu, si vous avez aimé Little Liar et Little Nightmare, la version MM. Vous allez adorer. Je n'ai même pas les mots pour vous dire à quel point ils m'ont retourné le cerveau, tous ces deux-là. Mais je les aime, je les adore, quoi. C'est mes bébés. Ensuite, Carnage de chez Carotte. Les voici. Donc, je m'étais acheté le tome 1 et le tome 2. Vous avez vu ma tête quand je vous ai fait mon book haul. Je pense que ça voulait dire beaucoup de choses. Alors, remémorisons-nous le nom des personnages. Notre fille s'appelle Erin et notre monsieur s'appelle Adriano. Dans le tome 1, je vous avais raconté, c'était une histoire géniale. Dans le tome 1, on avait donc Erin, qui est une fille de milliardaire, influenceuse, qui est promis au fils du vice-président des États-Unis d'Amérique. Ça se passe aux États-Unis. Et ce type est une horreur, il l'a fait tourner avec tous ses cousins, ses potes, etc. Enfin bref, le VIOL est entièrement cautionné par la famille et tout, il n'y a pas de souci, fais ce que tu as à faire parce que c'est bon pour les affaires que tu épouses ce gars-là. Son père, à Erin, il travaille dans l'armement, ok ?
Et sa mère, elle est créatrice de mode. Et un jour, donc, Erin tombe sur Adriano, qui est chef de gang, le purgeur, donc il a un masque. Et bon, rien à voir, quoi. Là, deux mondes qui s'affrontent, quoi, qui s'opposent. Et en fait, il va se servir d'elle comme étant sa mule, sa nounou, pardon. Donc, elle doit garder chez elle des armes, etc. Bon, bref. Sauf qu'elle, elle est complètement hors sol. C'est une fille, bon, déjà qui est très perturbée vu tout ce qu'elle subit. Elle se fait du mal hein, également. Bah, elle va tomber amoureuse d'Adriano, sans raison. Parce que franchement, le mec, il est... bah, il la traite super mal, quoi. Bon, on est dans du chez carotte. C'est toujours le même schéma. Les mecs ne font pas rêver du tout. Mais petit à petit, il se passait quand même des petites choses où on se disait « Ah, tiens, peut-être que Adriano, il n'est pas si mauvais que ça. » Il finit par avoir une attirance avec, pour notre jeune fille. Alors qu'elle, elle est très particulière. Hein. C'est le genre de fille, en fait, dès qu'elle panique, elle raconte n'importe quoi. Des trucs salaces, enfin voilà. Donc elle rend complètement dingue Adriano qui n'a pas le temps, lui, il gère un gang. Voilà. Mais parallèlement à tout ça, le nom du livre Carnage, c'est le nom d'un projet, le projet Carnage. Et ça, en fait, c'est Erin qui va le découvrir parce que son père, justement, il est en business avec le père de son fiancé, donc le vice-président, et le président, enfin tout le monde, quoi. Ils veulent mettre au point un projet expérimental d'extermination de la population inutile, donc les pauvres. Les pauvres, ceux qui touchent limite le SMIC, mais voilà, pas plus. Donc ils veulent vraiment faire un grand ménage dans Los Angeles, voir ce que ça donne, et après, pourquoi pas l'appliquer au monde entier. Donc il faut se débarrasser des rebuts de la société. Donc quand Erin apprend ça, elle en parle à Adriano, / le purgeur, et en fait à la fin du tome 1, le projet Carnage a commencé, ils sont coincés dans Los Angeles, et je vous dis pas ce qui se passe après, parce que du coup je vais spoiler, ceux qui l'ont pas lu, voilà, arrêtez là la vidéo, parce que du coup je vais spoiler pour raconter le tome 2. C'est bon? Voilà, je poursuis. Donc dans ce tome 2, je me disais, ouah, ça va être génial et tout, là c'est la guerre. Et Erin a tiré sur Adriano. Elle lui a tiré une balle parce que donc elle apprend à la fin du tome 1 qu'en fait Adriano est marié. Elle pète un plomb, elle lui tire dessus. Je me suis dit, waouh, elle se réveille quoi. Voilà, elle était insupportable jusqu'à présent. Là, ok. Alors... Dans ce tome 2, donc, ils sont coincés à Los Angeles, le projet Carnage est en marche, donc effectivement, là, en fait, il n'y a pas comme je pouvais imaginer des fumigènes avec un poison dedans ou quoi. Non, en fait, ils laissent les gens s'entretuer. Ils laissent les gens petit à petit se débrouiller entre eux, donc ça va devenir effectivement un carnage. Les gens vont piller des magasins, ils vont s'enfermer chez eux, enfin, chacun va réagir un petit peu à sa façon. Il va y avoir des affrontements dans la rue. Adriano, lui, avec son gang, bon, il n'est pas mort, hein, du coup, il tente de prendre, du coup, possession de la ville, de faire régner l'ordre avec son gang sur la ville. Donc, du coup, il devient un peu le chef de Los Angeles, sauf qu'il terrorise parce que tout le monde n'est pas d'accord. Donc, c'est vraiment sous les armes, quoi, que tout le monde doit se tenir un carreau. Et on a donc Erin là-dedans, qui, je le rappelle, lui a tiré dessus, mais qui revient le voir parce qu'elle veut récupérer ses clés de je ne sais pas quoi de chez elle, parce qu'elle avait laissé les clés, bref. Elle retourne le voir pour récupérer ses clés, il lui fait rien parce qu'elle veut se barrer, parce que son fiancé, Andrew, je crois, il veut venir la chercher en hélicoptère pour la faire partir de la ville. Il lâche pas l'affaire, hein. Lui, il veut toujours récupérer dans tout ce bouquin, son fiancé veut la récupérer. Et en fait, j'ai pas du tout aimé. Voilà, je vais pas plus vous raconter parce que franchement, il se passe rien quasiment, c'est nul. J'aime pas dire ça. J'aime pas dire ça d'un roman, mais quelle déception. Oh, je suis dégoûtée, mais vraiment dégoûtée. Shay, pourquoi t'as fait ça? C'était tellement bien parti. Mais alors là, Erin, dans l'énervement, elle atteint un niveau où je pouvais plus me la supporter. Je peux plus me la voir en peinture. Elle
Elle est pénible. Le roman tourne en boucle, mais de manière... Oh là là, je suis désolée, j'aime pas dire tout ça d'un livre. Mais c'est un gros raté. Et je suis vraiment dégoûtée parce que j'attendais tellement de chez Carotte pour ce tome 2 de Carnage. Mais c'est pour moi, je dis bien pour moi c'est un gros flop. Parce que Erin, elle va se mettre en tête de devenir la purgeuse, mais elle est ridicule, elle comprend pas en fait. Elle croit vraiment que elle peut arriver comme ça, que c'est une super badass, qu'elle peut faire ce qu'elle veut, que de toute façon Adriano, il en peut plus d'elle, parce que maintenant donc elle sait qu'il est marié, mais elle se met quand même en tête que c'est pas grave, elle le veut. Enfin en gros, elle prend les miettes qu'Adriano lui donne, parce que même s'il est marié, il la veut. Alors attention, je vais même pas dire qu'il la veut vraiment. Oui, il la veut, mais un coup il la veut, un coup il la veut pas. En fait, ce qui était agaçant dans le tome 1, on aurait pu penser que là on allait de l'avant, quoi. Non, c'est pareil. C'est un coup je te veux, un coup je te veux pas. Un coup je te veux, un coup je te veux pas. Un coup je sais pas ce que je dois faire, un coup non mais si en fait t'es à moi. C'est insupportable d'avoir des choix comme ça non assumés qui tournent, qui changent à tous les chapitres. En fait, chaque chapitre est une répétition du chapitre d'avant. Donc c'est Erin qui se dit que finalement Adriano c'est terminé et finalement qui se dit non, je vais le récupérer et elle se met dans des situations où elle est ridicule. C'est gênant à lire tellement que c'est ridicule. Et Adriano qui se fout de sa gueule. Littéralement, il se fout de sa gueule. Alors, la phase du sauveur, ouais, elle arrive à la fin, mais tout ça pour ça, c'est... Oh non. Puis alors, ce qui se passe réellement dans la ville, je m'attendais à un truc de fou. Oui, de temps en temps, il se passe un truc, non, peut-être même pas, une fois, allez, il se passe un truc avec des bombes, machin. Franchement, non, je suis hyper déçue parce que j'attendais, mais tellement... Et je sais pas ce que Shea a fait, mais je sais pas. Je sais pas. Mais non, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée de ma lecture. Voilà, j'ai pas les mots, donc je vais pas le descendre plus. Hein. Mais je n'ai rien de bien à en dire. Je n'ai rien de bien à en dire. Je suis triste, hein. Je suis très triste. Mais je pensais pas qu'Erin pourrait être encore plus insupportable. Et oui, c'était carrément possible de la rendre encore beaucoup plus insupportable. Jusqu'à, comme je vous dis, être carrément grotesque, ridicule. Et non, on veut même plus d'être dans le livre. Quand à un moment donné, je me suis même dit, qu'elle se prenne une balle en fait. Qu'elle se prenne une balle et qu'on passe à autre chose. Qu'elle meure. Qu'elle meure et on poursuit avec je sais pas qui d'autre, mais on fait autre chose là. C'est pas possible de la voir. Je pouvais plus me l'encadrer. Et du coup, alors, j'ai repris les liens du destin. Bonded. Ah là là. Alors, oui, parce que comme je vous disais, à un moment donné, je suis bien mignonne, mais j'ai commencé des sagas. Sauf qu'après, j'attends tellement que je ne me souviens plus et je vais me retaper tous les tomes que j'ai déjà lus. Donc là, je me suis dit, non, j'avais lu le tome 1, j'avais pas lu encore le tome 2, donc je me suis dit, vas-y, relis le tome 1 et enchaîne. Bon, pour le coup, je l'ai lu en anglais, hein, parce que là, pour l'instant, il n'y en a que 2 qui sont sortis. Alors, on a Oleander, qu'on appelle aussi Oli. On a North, on a Atlas, on a Gabe, on a Nox, on a Griffon. Alors, dans ce monde, les personnes ont, elles ont un don en elles. Et leur don, ça peut être une entité à part entière ou alors juste un pouvoir, quoi. Mais même si c'est une entité à part entière, cette entité, elle a un pouvoir, quoi. Et tout le monde a ça. Et en fait, ce don, cette chose qu'on a en nous relie à d'autres dons. Et elles sont censées être ensemble, en fait. C'est comme si qu'elles existaient depuis toujours et qu'elles avaient été séparées. Voilà, vous prenez un puzzle, vous le séparez, il faut que les pièces se rassemblent. Eh bien, c'est ce qui se passe, en fait, dans cette histoire. Donc, on a je vais même pas dire des troupes, parce que là, ils sont encore plus que ça. Donc, je sais pas comment ça peut s'appeler quand on est 5 ou 6, ou voilà. Mais en gros, chaque personne qui a ce lien, elles sont censées être ensemble. Elles sont toutes âmes sœurs, si vous voulez, elles appartiennent au même groupe de liens. Oli, c'est le lien central, donc c'est-à-dire que tous les autres, ils vont graviter autour d'elle. Donc, ils n'auront pas d'autres âmes sœurs. Hein. Et en fait, Oli, elle en a 5. Elle a un don qui la fait flipper, parce qu'il est très puissant et très dévastateur. Et elle est persuadée que son don a tué sa famille quand elle était petite.
Et quand elle s'est retrouvée à l'hôpital et qu'on lui a appris que ses âmes sœurs allaient venir la chercher, en fait, il y a des tests qui sont réalisés quand ils sont jeunes, des tests de sang, quoi. Et c'est là où ils arrivent à déterminer qui va aller avec qui. Donc on le sait, hein, c'est qui ses âmes sœurs. Et donc elle se retrouve seule, elle n'a plus de parents. Donc elle avait une mère et 3 pères. Bon, bah là, elle se retrouve seule, ils sont tous morts, il y a quelqu'un qui a survécu. Et donc ses âmes sœurs doivent venir la chercher, je vais y arriver. Et en fait, au début, elle est contente, mais elle se dit, mais mon don, vu ce que je viens de faire, je ne peux pas les exposer à tel risque. Donc en fait, elle s'échappe et elle fait en sorte qu'ils ne la retrouvent jamais. En plus, il y en a 2 qui sont frères, North et Knox. Et eux, ils ont de l'argent, ils sont puissants, quoi. Ils sont là, du coup, c'est eux qui emploient des gens et tout pour la retrouver. Et elle va vivre en cavale comme ça pendant des années jusqu'à ce qu'il la retrouve. Donc quand il la retrouve, elle a 18 ans, 19 ans, quelque chose comme ça. Et tout le monde n'est pas content après elle, en fait. Tout le monde lui en veut, parce que pourquoi tu t'es échappé, enfin on est tes âmes sœurs, c'est quoi ton problème? Donc en fait, ils lui font tous la gueule. Et surtout North, c'est le plus âgé. Et en fait, c'est lui qui va régenter sa vie. On peut dire ça comme ça, vu que c'est lui, comme je vous dis, c'est le plus vieux, il a 28 ans. Il a un poste à haute responsabilité. Son frère Knox, lui, il est prof dans la fac où va aller donc du coup Holly. Après, il y a Griffon qui lui travaille, on va dire que c'est un peu genre un militaire, puisqu'il y a une espèce de milice là-dedans. Donc il est militaire. Et ensuite, il y a Gabe. Gabe, on va dire, ça va, lui, il lui en veut pas trop. Enfin, il lui en veut quand même, mais bon, voilà. Et Atlas, qui n'habite pas là, qui est dans un autre état des States. Et lui, par contre, il lui en veut pas du tout parce qu'il part du principe que si elle a fait ça, c'est qu'elle avait ses raisons. Et un jour, ils les sauront quand elle leur dira. Donc ouais, Atlas, c'est vraiment le plus cool de la bande et c'est le seul avec qui elle échange cordialement par message, etc. Et donc, bon bah voilà, North lui dit tu vas à l'école, donc elle a une petite chambre universitaire et tout, et elle doit venir chaque semaine dîner avec toutes ses âmes sœurs, sauf que voilà, encore une fois, elle n'est pas très bien accueillie par tous. Et le pire dans l'assistance, c'est Knox. Alors lui, Knox, il peut pas la voir, il peut pas la blairer. Et donc, comme je vous disais, les dons. Alors, Holly, son don à elle, on devine très rapidement, je vous spoil rien, que c'est vraiment une entité à part entière vivante. En plus, une entité qui se prend pour un dieu. À tort ou à raison, vous verrez. Et en fait, son don à elle, j'ai pas trop envie de vous en dire parce qu'on l'apprend un peu plus tard. Au début, elle se fait passer pour une fille qui n'a pas de don. Parce que même si on n'a pas de don, on peut quand même, d'après ce que j'ai compris, hein, on peut quand même avoir des âmes sœurs. C'est là où c'est un peu bizarre, mais bon bref, on peut quand même avoir des âmes sœurs. Donc au début, il croit qu'elle n'a pas de don, parce qu'elle ne veut pas leur montrer son don qui fait flipper. Donc il croit qu'elle n'a pas de don, jusqu'à ce que, bon, finalement, voilà, ils vont le voir son don. Hein, et effectivement, il fait flipper. En fait, son don peut tuer très facilement. Le don des autres. Alors North, c'est trop stylé. North, son don, c'est des volettes de fumée noire qui se transforment en animaux, en chiens. C'est trop stylé. Knox, son frère, c'est la même chose. Et aussi, il a des chiens de toutes les tailles et tout, qui après tuent tout le monde. Hein. Donc à distance, ils peuvent tuer pas mal de gens grâce à leurs chiens de fumée. Et Griffon, lui, son don, il est différent. Lui, il arrive surtout à voir quand quelqu'un ment. Il sait quand quelqu'un ment. Je crois qu'également, je ne sais pas si c'est un don qui lui est propre, parce qu'il y en a d'autres aussi qui arrivent à le faire, mais il arrive à lire dans les pensées et à parler dans la tête des gens. Il a ça. Et ouais, son don, j'ai un petit peu du mal à le cerner. Mais ouais, en gros, lui, c'est un peu tout ce qui se passe dans la tête, en fait. Gabe, lui, il peut se transformer en n'importe quel animal. Voilà. Et Atlas, il a une force surhumaine. Lui, il peut se prendre un bulldozer, il bouge pas le mec. Enfin, faut qu'il se concentre, hein, bien sûr, mais voilà, il est très très résistant physiquement. Et je crois que j'ai fait le tour, voilà. Et donc, on va en apprendre des bonnes, si vous voulez, parce qu'en fait, Holly, ce qu'elle ne leur a pas dit,
Donc elle ne leur dit pas pourquoi elle veut les protéger, parce qu'elle est donc censée ne pas avoir de don. Donc elle leur dit pas qu'en fait elle s'est échappée pour pas que son don un jour leur fasse du mal. Donc on est là-dessus pendant un certain temps et à un moment donné ça saoule, t'as envie de dire vas-y Holly dis-leur quoi, parce que là ils te font la gueule, la situation s'envenime et tu dis pas les choses et même eux le sentent qu'elle dit pas la vérité quoi, donc c'est conflictuel. Bon, il s'avère que quand ils vont savoir son don, les choses vont un petit peu se débloquer, mais en prime, on va apprendre que pendant tout le temps où elle s'est échappée, il y a également eu une période où elle a été tenue captive par un fou qui voulait justement exploiter son don et il l'a torturée pendant des années. Et là, ça change la donne, du coup, ça donne un autre enjeu dans la suite de la saga, c'est parce que il va falloir contrer ce bonhomme, parce qu'il veut revenir, il veut retrouver Holly, et lui aussi, il a un don qui fait très peur. Et s'il peut tuer tout le monde au passage, hein, toutes les âmes sœurs d'Holly, allons-y, quoi. Après, il y a un autre élément aussi qu'on prend en compte dans cette saga, c'est qu'à chaque fois que deux âmes sœurs s'accouplent, c'est là où en fait où le lien est renforcé. C'est là en fait où le lien est établi. Donc elle peut par exemple tous les fréquenter, être avec eux, mais tant qu'elle n'a pas couché avec eux, si vous voulez, ils ne sont pas réellement liés. Et leur don à l'intérieur, il a envie d'être lié. Donc Holly, quand elle est en présence de ses âmes sœurs, elle a envie d'être avec eux. Donc il y a aussi une tension sexuelle dans l'air, mais c'est pas quelque chose de très spicy. Allez, il y a un peu de spice dans le tome 2, 3, ça commence, 4, mais vraiment c'est vite fait, quoi. Les scènes, on s'attarde pas trop dessus, quoi. C'est rapide par rapport à ce que j'ai pu lire, vous savez mes goûts. C'est gentillet, quoi, ça va. Mais quand même, je précise, pour moi, c'est pas non plus à mettre entre les mains des ados, même s'il y a une ou deux scènes, ce sont quand même des scènes de smut. Il y a aussi ça qu'elle ne veut pas, c'est que si elle s'accouple avec ses âmes sœurs, en fait, à chaque accouplement, son don va se renforcer. Alors, c'est cool pour eux, parce que du coup, leurs pouvoirs vont augmenter, mais elle, son pouvoir, il est déjà au summum de la flippance, donc si elle le rend encore plus puissant, elle a vraiment peur de faire un carnage, quoi. Donc, il y a aussi ça qui retient dès le début, c'est compliqué. Mais comme je vous dis, voilà, la menace dans tout ça, c'est ce bonhomme qui est encore plus fort qu'Holly et qui veut mettre la main sur Holly à tout prix, sur son pouvoir. Et tant pis s'il tue tout le monde autour, quoi. Voilà. Franchement, là, j'en suis au tome 4. Enfin, j'ai fini le tome 4. J'ai commencé le 5. Je trouve qu'à un moment donné, ça tourne un peu en rond. Alors, par contre, il y a des super plot twists à la fin des tomes. Ça donne du coup très envie de lire la suite. J'étais en PLS sur certains. C'est vraiment très intéressant, j'aime beaucoup. C'est juste qu'il y a des moments où je me dis, bon... On aurait peut-être pu condenser un petit peu plus. Et il y a aussi des amis autour. Il y a Holly qui va se faire une meilleure amie, qui, elle, a un âme sœur qui la rejette. Alors, c'est super intéressant parce qu'on va apprendre en parallèle de tout ça pourquoi son âme sœur, il la rejette. Donc, on apprend encore d'autres choses qui viennent nourrir notre histoire. Son frère aussi. Enfin, il y a plein de personnages secondaires que j'ai adorés. Ça aussi, c'est cool parce que déjà, nos personnages principaux, ils sont nombreux. Ils sont 6. Mais on a en plus des personnages secondaires auxquels on s'attache et qui ont également donc leur cercle d'âmes sœurs. Et j'aime bien comment c'est foutu. Il y a également des trucs bizarres, des plot twists entre eux et tout. J'adore. Donc franchement, très belle surprise. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est vraiment de tome en tome. C'est waouh, waouh, waouh. Voilà, on monte crescendo, quoi. D'accord. Là, on peut discuter, quoi. Donc voilà, c'est un harem inversé. Pour le coup, qui n'est pas spicy, donc à part quelques scènes, comme je vous dis. Mais pour ceux qui ne sont pas très branchés spice, justement, et à qui la notion de harem, une fille avec 5 mecs pourrait faire peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que c'est pas du tout olé olé comme vous l'imaginez, quoi. Donc allez-y, c'est vraiment toute l'histoire autour qui est au premier plan dans tout ça. Même les romances... Oui, elles sont importantes déjà par rapport à leurs dons. J'aime beaucoup l'histoire des dons. J'aime beaucoup l'histoire que le don de Holly parle, qu'il a sa propre personnalité. Et même des fois, quand c'est le don de Holly qui prend complètement possession d'elle et qui s'adresse aux autres, on a un changement de personnalité. Ses âmes sœurs le voient tout de suite, que c'est plus elle, que c'est son don.
Et du coup, voilà, ils savent qu'ils parlent plus à la même personne. C'est super intéressant. Je vous dis, j'ai vraiment, vraiment aimé. C'est super bien foutu. Et là, comme ça, à vous raconter, ça a l'air laborieux, hein. Mais gardez en tête que du coup, les dons, ils sont vivants, quoi, à l'intérieur. Donc, des fois, ils parlent. Et j'aime beaucoup ça. C'est génial. Donc, voilà. Il y a encore Berrios qui va faire coucou. Oui, ça fait longtemps que maman filme, encore une fois. Donc j'adore. Franchement, je vous recommande cette saga à 1000%. Et donc voilà les amis, sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous ferai le bilan de mes lectures de l'année, mes lectures favorites de 2024. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Enfin, Berlioz et moi vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien. Et si je vous vois pas... Non, je crois que je vous verrai pas avant... Ouais, Noël sera passé. Bah, joyeux Noël. Mouah. Bisous, ciao.